Bonjour à tous mesdames et messieurs, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la responsabilité du fait des choses. Commençons donc avec la définition de la responsabilité du fait des choses. Cette responsabilité du fait des choses désigne l'obligation de réparer le dommage résultant du fait des choses dont on a la garde. La responsabilité du fait des choses, elle suppose donc qu'un dommage soit causé par le fait d'une chose dont on a la garde. Et le fondement de la responsabilité du fait des choses se trouve à l'article 1242 alinéa 1 du Code civil, qui nous dit qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Ceci étant dit, on va maintenant s'intéresser aux différentes conditions qui doivent être réunies pour pouvoir mettre en jeu la responsabilité du fait des choses. Il y a 4 conditions qui doivent être réunies. Premièrement, un dommage. Deuxièmement, une chose. Troisièmement, un fait actif de la chose. Et quatrièmement, la garde de la chose. Il faut un gardien de la chose. Et donc, lorsque les 4 conditions que je viens de vous citer sont remplies, la responsabilité du gardien de la chose sera engagée et celui-ci devra donc indemniser la victime. On va maintenant détailler ensemble ces différentes conditions. Première condition, c'est donc le dommage. Pour engager la responsabilité du gardien de la chose, la victime doit avoir subi un dommage, doit avoir subi un préjudice. Et ce dommage, il peut être constitué par d'abord une atteinte à l'intégrité physique de la victime. On parle alors de préjudice corporel. Typiquement, ça va être une blessure par exemple. Le dommage peut aussi être constitué par une atteinte au patrimoine de la victime. On parle alors de préjudice matériel. Par exemple, la destruction d'un bien de la victime. Et puis également, le dommage peut être constitué par une atteinte aux droits ou intérêts extra-patrimoniaux de la victime. Et on parle alors de préjudice moral. Par exemple, ça peut être la perte d'un proche. Donc ici, concernant le dommage, il n'y a pas besoin de rentrer plus dans le détail. C'est une condition classique en droit de la responsabilité civile. On passe ensuite à la deuxième condition qui est qu'il faut une chose. Il faut être en présence d'une chose pour pouvoir mettre en jeu la responsabilité du fait des choses. Concernant la chose, le principe c'est que toutes les choses peuvent être source de responsabilité, qu'elles soient meubles ou immeubles. Donc prenons un exemple. Si vous êtes dans un supermarché et que vous glissez par exemple sur une peau de banane qui se trouve sur le sol, eh bien si dans votre chute vous vous blessez, vous subissez alors un dommage à cause de cette peau de banane. Et donc, typiquement, cette peau de banane, ça peut être la chose dans le cadre de la responsabilité du fait des choses. En revanche, il existe des exceptions à ce principe selon lequel toutes les choses peuvent être source de responsabilité du fait des choses, puisqu'effectivement, l'application de la responsabilité du fait des choses sera exclue d'abord pour le corps humain, sera exclue également pour les choses sans maître, qu'on appelle également res nullius, donc par exemple l'eau, l'air, la neige, etc., etc. Et puis également, on ne pourra pas appliquer la responsabilité du fait des choses aux choses abandonnées, qu'on appelle également les res derelictae, donc typiquement les déchets par exemple. Et puis enfin, pas non plus d'application de la responsabilité du fait des choses, bien évidemment, aux choses qui sont soumises à un régime particulier. Donc ici, on peut penser par exemple aux véhicules terrestres à moteur, qui sont soumis à la loi Badinter de 1985, ou encore par exemple aux produits défectueux, qui eux aussi sont soumis à un régime particulier. On passe maintenant à la troisième condition, qui est qu'il faut que le dommage soit causé par un fait actif de la chose. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la chose doit être l'instrument du dommage, que la chose doit avoir joué, retenez bien, un rôle actif
dans la réalisation du dommage. Cette condition de rôle actif ayant été posée par la Cour de cassation dans son arrêt Dame Cadet de 1941. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre par rôle actif de la chose? Le rôle actif de la chose, il s'entend du caractère anormal de la chose, soit dans sa position. Donc par exemple, c'est l'exemple de la peau de banane qui se trouve sur le sol dans un supermarché. Là, typiquement, la peau de banane est dans une position anormale. Également, ça peut être donc le caractère anormal de la chose dans son état. On peut penser par exemple à un escalier qui serait glissant, ou bien dans son fonctionnement. Et donc, pour caractériser le rôle actif de la chose, il faut prouver l'anormalité de la chose, soit dans sa position, soit dans son état, soit dans son fonctionnement. Et en ce qui concerne la preuve de ce rôle actif, il faut distinguer plusieurs hypothèses. Donc là, soyez bien attentifs, c'est très important de comprendre ça. Première hypothèse, il faut savoir qu'il existe une présomption de rôle actif lorsque la chose est entrée en contact avec le siège du dommage alors qu'elle était en mouvement. Donc, si la chose était en mouvement, première condition, et qu'elle est entrée en contact, deuxième condition, avec le siège du dommage, donc concrètement avec la victime, et bien à ce moment-là, le rôle actif de la chose est présumé, et donc concrètement, la victime n'a pas à rapporter la preuve de ce rôle actif, puisqu'il est présumé. Donc ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, si la chose était en mouvement, mais qu'en revanche, elle n'est pas entrée en contact avec le siège du dommage. Donc il y avait mouvement, mais il n'y a pas eu contact. Et bien à ce moment-là, il n'y a pas de présomption de rôle actif, et donc la victime va devoir rapporter la preuve du rôle actif de la chose, en démontrant le caractère anormal de la chose dans sa position, dans son état ou dans son fonctionnement. Et puis enfin, troisième hypothèse, si jamais la chose était inerte, donc concrètement elle n'était pas en mouvement, et bien là aussi, ce sera à la victime de rapporter la preuve du rôle actif de la chose en démontrant son caractère anormal dans sa position, dans son état ou dans son fonctionnement. Ça, c'est donc pour le fait actif de la chose. Et on passe maintenant à la dernière condition qu'il faut remplir pour pouvoir engager la responsabilité du fait des choses. C'est bien évidemment la garde de la chose. Il faut un gardien de la chose pour pouvoir mettre en jeu la responsabilité du fait des choses. Alors cette notion de garde de la chose, elle peut se définir comme le pouvoir de fait qui est exercé sur la chose. Le gardien, c'est celui qui a la garde matérielle de la chose, et plus précisément, c'est celui qui a l'usage, la direction et le contrôle de la chose. À savoir que le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien. Mais très important, il s'agit seulement d'une présomption simple, et donc le propriétaire a la possibilité de renverser cette présomption, et donc de s'exonérer de sa responsabilité, en prouvant qu'il n'avait plus l'usage, la direction et le contrôle de la chose au moment du dommage. Donc, par exemple, parce qu'il avait prêté la chose à une autre personne, ou bien par exemple parce que la chose lui a été volée. Ça, ce sont donc les 4 conditions qu'il faut réunir pour engager la responsabilité du fait des choses. On va maintenant s'intéresser au régime de la responsabilité du fait des choses. Ce qu'il faut dire en premier lieu, c'est que depuis l'arrêt Gender, la responsabilité du fait des choses, c'est une responsabilité de plein droit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'elle ne requiert aucune faute pour être engagée. Il suffit que les 4 conditions dont on a parlé précédemment dans cette vidéo soient remplies pour que la responsabilité du gardien de la chose soit engagée. Et puis également, très important, vu qu'il s'agit d'une responsabilité de plein droit, le gardien ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de son absence de faute. En fait, le gardien, pour pouvoir s'exonérer, il n'a pas d'autre choix
que de prouver que le dommage est dû à une cause étrangère. D'accord? Les causes étrangères sont au nombre de 3. On a d'abord le cas fortuit, qui est un événement extérieur au gardien, imprévisible et irrésistible, présentant donc les caractères de la force majeure, donc par exemple une catastrophe naturelle. On a également le fait d'un tiers, donc ça c'est le cas où un tiers a participé à la réalisation du dommage. Et on a enfin la faute de la victime, qui est le cas où la victime a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son propre dommage. Et maintenant, très important à comprendre, c'est que parmi ces 3 causes étrangères, certaines exonèrent totalement le gardien de sa responsabilité, donc concrètement, il n'aura pas à indemniser la victime, tandis que d'autres ne l'exonèrent que partiellement, ce qui signifie que l'indemnisation de la victime sera simplement diminuée. Et plus précisément, le cas fortuit va donner lieu à une exonération totale de responsabilité pour le gardien. Donc en présence d'un cas fortuit, le gardien n'aura pas à indemniser la victime. Le fait d'un tiers, quant à lui, il va donner lieu à une exonération totale de responsabilité s'il présente les caractères de la force majeure. Et s'il ne présente pas ces caractères, il ne donne lieu à aucune exonération de responsabilité. Dans ce cas-là, le gardien et le tiers sont responsables in solidum, et donc la victime pourra obtenir l'entière réparation de son préjudice en agissant contre un seul d'entre eux. Et puis enfin, la faute de la victime qui présente les caractères de la force majeure donne lieu à une exonération totale de responsabilité, tandis que la faute de la victime qui ne présente pas ces caractères donne lieu à une exonération partielle de responsabilité. Ce qui signifie donc que le gardien devra indemniser la victime, mais cette indemnisation sera diminuée. Et sur ces bonnes paroles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a été utile, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.